Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une crise aussi complexe qu'essentielle, celle qui secoue la région des Grands Lacs en Afrique. On va essayer de décrypter les tensions vraiment fortes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en s'appuyant sur les coulisses de la diplomatie. Et comme d'habitude sur Rapports en clair, notre point de départ, c'est du solide. On s'appuie sur un document officiel, le rapport d'information numéro 2367 de l'Assemblée nationale française, un travail mené par la députée Diana Badiop. C'est ce rapport qui va nous servir de guide pour comprendre ces enjeux majeurs. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir de qui on parle. L'acteur principal ici, c'est l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez une sorte de grand parlement du monde francophone. Des élus de plus de 60 pays s'y retrouvent pour parler de paix, de démocratie. Et c'est cette institution qui a décidé de se pencher sur une des crises les plus dures de notre époque. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif du sujet. Le dossier sur la table de l'APF était particulièrement brûlant, ce conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo et qui implique, de manière très directe, son voisin, le Rwanda. Regardez cette carte. La RDC, c'est un pays immense, un véritable géant au cœur de l'Afrique. La zone en crise, les Kivu, se trouve juste à la frontière avec le Rwanda. C'est une région au sous-sol d'une richesse incroyable, mais c'est aussi, et c'est là tout le drame, le théâtre d'une tragédie humaine qui semble ne jamais finir. Attention, ce conflit ne sort à nulle part. Pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. Tout s'accélère en 1994. Les conséquences terribles du génocide des Tutsis au Rwanda se déversent littéralement au Congo. Après ça, on a eu ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale africaine, puis l'apparition de milices comme le M23, et depuis 2021, la violence a repris de plus belle. On en arrive donc à la question centrale, mais pourquoi est-ce que ça ne s'arrête jamais? Qu'est-ce qui nourrit cette guerre? C'est là que le rapport est vraiment passionnant, parce qu'il nous donne des clés pour comprendre. Ce n'est pas simple, c'est un enchevêtrement de plein de causes différentes. Le rapport décrit ça comme un véritable cocktail explosif. Dedans, on y trouve des tensions ethniques très anciennes, qui viennent de loin. On ajoute à ça l'ingrédient économique, cette course folle aux minerais. Le coltan, par exemple, qui est dans tous nos smartphones, eh bien, il est au cœur du conflit. Si on rajoute par-dessus un État qui a du mal à contrôler son territoire, des luttes pour la terre et des dizaines de groupes armés, le mélange est juste détonnant. Et derrière toute cette analyse géopolitique, il y a le coût humain. Un chiffre d'abord qui donne le vertige et qui est sans doute sous-estimé. Plus de 6 millions de morts ces 30 dernières années. Et puis, il y a les vivants, les millions de destins brisés, entre 7 et 10 millions de personnes jetées sur les routes qui ont dû fuir des violences inimaginables. Le rapport parle de la deuxième crise humanitaire la plus grave au monde, juste derrière le Soudan. Et puis, il y a cette statistique, glaçante. Elle révèle l'une des armes les plus atroces de cette guerre, la violence sexuelle. Le rapport s'appuie sur des données de l'ONU qui évoquent des chiffres insoutenables, parfois résumés par cette formule choc. Un viol toutes les 4 minutes. Une arme utilisée pour terroriser des populations entières. Alors, face à cette horreur, on peut se demander, mais que peut bien faire une assemblée de parlementaires? Eh bien, c'est là que la diplomatie parlementaire, justement, entre en jeu. L'APF a essayé de créer un espace pour que les gens se parlent, là où d'habitude, ce sont les armes qui parlent. L'action de l'APF s'est déroulée de manière très logique, en 3 temps. D'abord, à Montréal, une décision politique forte. On ne peut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Ensuite, l'action concrète. Une mission part sur le terrain à Kinshasa et à Kigali pour écouter tout le monde. Et enfin, le moment clé, réussir à réunir les parlementaires des 2 pays à Paris. On arrive maintenant au point d'orgue de toute cette démarche. C'est pendant cette réunion à Paris qu'il s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Un de ces moments où, tout d'un coup, la diplomatie offre une petite lueur d'espoir. La phrase est tirée du rapport. Elle est toute simple, mais elle est d'une puissance. Il faut imaginer la scène. On est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française, et là, les présidents des parlements des 2 pays, qui sont en conflit ouvert, se serrent la main. Une accolade. Le rapport dit que toute la salle a applaudi. C'est un symbole, oui, mais un symbole extrêmement fort. Mais voilà, la question se pose tout de suite, est-ce qu'un geste, aussi beau soit-il, peut vraiment changer le cours d'une guerre aussi profonde? Est-ce que ça suffit? La réponse du rapport, elle, est très lucide. Non, bien sûr, ce n'est pas un coup de baguette magique. Mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que la diplomatie parlementaire, ce n'est pas la même chose que les négociations entre gouvernements. C'est un autre canal, parfois plus libre, qui permet de garder un fil, de maintenir le dialogue quand tout le reste est rompu. Et ça, c'est crucial pour préparer le terrain de la paix. Voilà ce que la lecture d'un rapport parlementaire peut nous apprendre. Un simple document peut nous ouvrir les coulisses de la grande histoire.
Si ce format de décryptage vous plaît, si vous voulez d'autres analyses comme celle-ci sur Rapport en clair, la meilleure façon de nous encourager, c'est tout simple, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.